bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne conf à la doc aujourd'hui. Et donc en effet, moi je vais finir cette journée en vous parlant d'IA et en essayant de me jeter un peu dans l'inconnu pour jouer à ce petit exercice et voir quelles sont les limites et les opportunités que nous apporte l'IA générative. Très bien, donc je vais donc me lancer dans un petit exercice d'improvisation pour essayer de voir ce que peuvent nous apporter les agents d'IA. On parle beaucoup d'IA générative, il y a beaucoup de buzz autour de l'IA. Il y a beaucoup de... On entend plein de gens qui disent vous allez voir, l'IA va remplacer tous les développeurs, mais pas que, tous les designers, on va tous être remplacés bientôt par l'IA. À l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas du tout utiliser l'IA. Donc moi, je vais essayer de donner un avis un peu objectif sur ce qui se passe aujourd'hui, et notamment dans le quotidien des développeurs. Alors, qui je suis pour venir vous parler de ça? Donc moi, je suis un vieux développeur. Alors, vieux, tout est relatif, hein, mais moi, j'ai commencé à coder professionnellement plutôt au début des années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Donc on ne parlait pas d'IA, enfin, on en parlait, mais pas encore dans les termes actuels. En vrai, ça fait un peu plus de 20 ans, moi, je développe plus beaucoup professionnellement. Certainement, comme beaucoup d'entre vous, quand on développe, après, on est amené à prendre d'autres responsabilités. Néanmoins, je suis toujours attaché à ce job. C'est mon job de cœur. J'ai commencé avec ce job-là. Et moi, je suis au quotidien en permanence avec des développeurs, donc je vois un petit peu le métier évoluer. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu à un moment avec l'IA où il se passe quelque chose et on est peut-être un peu là dans une évolution de notre métier. Donc c'est pour ça que je voulais prendre la parole avec vous aujourd'hui. Alors l'IA, pour moi, dans les années passées, ou plutôt quand j'ai commencé ma carrière, ça a toujours été un peu... faut que je fasse un peu mon coming out là par rapport à mes collègues data scientists, un peu un truc de geek, un peu fermé. J'ai entendu beaucoup parler de POC, mais en vrai, professionnellement, j'en voyais jamais vraiment l'utilité. Donc moi, j'ai grandi plutôt avec ça, avec Kasparov et Deep Blue là, à la fin des années 90. Évidemment, avec Terminator et puis la fin des temps. Et puis, moi, quand j'ai été étudiant, j'ai quand même fait un peu d'IA. Alors, voilà. Je ne sais pas si aujourd'hui, on en fait encore beaucoup, mais ça ne m'a pas vraiment, ça m'a pas vraiment passionné. Et pourtant, en 2022, est arrivé ChatGPT, ou plutôt alors, je me suis intéressé à ChatGPT, je pense comme tout le monde, ou plutôt ChatGPT m'a rattrapé. Et là, je pense que l'IA, plutôt l'IA générative, a commencé à être un peu plus concret pour moi et plus dans mon quotidien. Et après ChatGPT, est arrivé tout un ensemble d'outils et de technologies, notamment pour le développeur. Et aujourd'hui, donc là, je vous ai mis un slide avec quelques outils, voilà, des plateformes, des assistants, des IDE. Et c'est un monde qui est très effervescent. Je pense que je n'ai pas mis le 10e des outils qui existent aujourd'hui sur ce thème-là. Il y en a plein et il y en a des nouveaux toutes les semaines. Donc c'est un écosystème qui évolue très vite, avec des évolutions vraiment très rapides et très significatives. Donc c'est même compliqué d'arriver à rester up-to-date avec cet environnement qui bouge. On en arrive au challenge. Pourquoi je vous parle de tout ça? On va essayer de voir aujourd'hui ce que permettent de faire ces assistants. Donc le challenge, c'est quoi? 30 minutes pour développer une application inconnue. Donc certains d'entre vous ont cité les applis. L'équipe de curation, là, on a mis plusieurs sur la roue. Moi, je ne les ai pas vues. Donc c'est vraiment une application inconnue pour moi. Dans un langage inconnu. Alors on avait demandé quand même de restreindre un petit nombre de langages, histoire que la machine soit prête. Et évidemment avec l'IA générative. Donc on va voir, c'est un peu un saut dans l'inconnu. Est-ce que je vais arriver à produire quelque chose d'intelligible ou pas? J'en sais rien. Alors, juste un petit point sur les langages. Il y a des langages que je connais bien. Moi, je connais bien Java, je connais bien Dart. Il y a des langages que je connais un peu, Python. Il y a des langages que je ne connais pas du tout, Go. Donc, je me lance en fait avec ça devant vous et en fonction de ce qui va tomber, écoutez, on va voir le résultat. Et maintenant, je pense que je passe la parole à notre ami Mathieu. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir en premier? Le langage ou le... Ah oui, celui-là, on l'a aimé. Alors, c'est quoi ce sujet? Alors, j'ai pas le texte exact. Dommage. Si quelqu'un de la curation veut bien me le lire ou me la donner, c'est pas mal. Mais de mémoire, c'est en fonction de 2-3 paramètres d'une pièce, la taille, le nombre de prises, le nombre d'éclairages, etc. L'application doit proposer un tableau électrique à la norme, je ne sais plus quoi, mais c'est une norme électrique. Oui, ça rentrait pas dans les cases. Vous voyez l'exercice quand même, il va être compliqué. Voilà. Okay. On va te donner les infos, t'inquiète pas. D'accord, très bien. Donc ça, c'est pour le logiciel. Alors on va tenter un truc, on va voir si on tombe sur un langage. Sinon, je vous propose de prendre ce qui se situe
à gauche. Ça vous va? Allez, c'est parti. Ah. Ah. On a dit à gauche, ce sera donc du Python. Tu me rappelles comment tu le maîtrises, le Python? Donc en Python, je dois développer un outil qui doit faire quoi? Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir un appartement et de construire un schéma électrique avec la norme NFC 15-100. Donc, décrire un schéma électrique avec la norme NFC 15-100 Ouais. en fonction de... Du chambre, salle de bain, enfin voilà, globalement un appartement, on va voir. Ok. En gros, surface. Je vais t'aider parce que je sens que tu comprends pas. Très bien. En gros, tu as la surface, le nombre de prises et le nombre d'interrupteurs et d'éclairage. Ça te va? Ok, on va voir où ça nous amène. Je pense qu'il y a plein d'experts de la norme NFC 15-27. Ils sont par là. Eh ben, bonne chance. Hein. Merci beaucoup. Alors, avant de lancer cette conf et avant de lancer le chrono des 30 minutes, je vais juste vous présenter l'assistant de code que je veux utiliser. Et je veux bien faire une précision ici. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour un outil, mais il fallait bien utiliser un outil. Donc, je vous en présente un qui s'appelle Cursor. Donc, Cursor, c'est quoi? C'est un IDE. Donc, pour les développeurs ou anciens développeurs, c'est l'environnement de développement du développeur qui est basé sur VS Code, pour ceux qui connaissent VS Code. Et donc, dans cet environnement, j'ai quoi? J'ai sur la droite, ici, j'espère que vous voyez bien, donc j'ai l'équivalent d'un chat. Donc pour ceux qui connaissent ChatGPT, j'imagine un peu tout le monde, je vais pouvoir interagir ici avec mon agent, enfin avec mon IA. J'ai un terminal en bas avec qui je vais pouvoir lancer des commandes. Et puis je vais avoir ici, pour l'instant j'en ai pas, mais je vais avoir mes fichiers de code ici avec lesquels je vais pouvoir interagir. Donc voilà un peu pour l'IDE. Donc Cursor, c'est un VS Code boosté à l'IA. Et peut-être un dernier élément que je vais vous montrer. Cet outil, je peux l'utiliser avec plusieurs LLM. Donc là, on rentre vraiment dans le domaine de l'IA. Ici, il me donne accès à un certain nombre de modèles. Donc, qui sont, vous voyez, ici, on voit les modèles de Claude. Donc, c'est les modèles qui sont hébergés par Anthropic, plutôt qui sont générés par Anthropic. Et on a aussi les modèles GPT d'OpenAI. Et il y a même des modèles un peu plus récents. Là. Bon, voilà. En tout cas, moi, généralement, pour cette démo, j'utilise plutôt la version d'Anthropic. Et il se trouve qu'Anthropic, ils ont sorti un modèle très récemment qui est la version 3.7. Donc, on va utiliser celui-là. Et ici, j'en parlerai pas pour l'instant. OK. Donc, maintenant, on va lancer le chrono. Je dois avoir ici... Comment est-ce que je lance mon horloge, déjà? Effacer. Peux-tu me rappeler le numéro de la norme? 15-100. Ok. NFC 15-100. Très bien. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer plutôt par parler avec lui, parce que je vous avoue, je ne connais pas le sujet. Je vais lui poser des questions pour voir ce qu'il en pense. Alors, je fais toujours au clavier. Je pourrais lui parler, mais je vais rester au clavier, c'est plus simple pour moi. Donc, je dois développer une appli qui me permet de réaliser un tableau électrique. Tableau électrique à la norme NFC 15. FC, pardon. FC 15. -100. J'ai plus que 29 minutes. J'ai 29 minutes. Ça te semble, je le tutoie, hein, ça te semble jouable? Et je lui demande ce qu'il en pense. Et on va bien voir là où ça va nous amener. Ah pardon, j'ai oublié, c'est en Python. Donc je vais l'arrêter, je l'ai arrêté là, et je vais lui dire, c'est en Python. C'est en Python. Et je renvoie. Donc là, vous voyez, on rentre dans un mode d'interaction que vous connaissez certainement. Si vous avez utilisé ChatGPT ou un... Ah, super. Bon, alors, on va changer de modèle, puisqu'apparemment, la version de Claude utilisée est un peu trop sollicitée. Donc on va passer sur la 3.5. Vous voyez, parce que concrètement, l'outil là, il est connecté au serveur d'Anthropic.
Donc là, si Anthropic il est sursollicité, un premier enseignement, hein, on est quand même dépendant de l'infrastructure. Donc on va renvoyer avec une version qui est probablement un peu moins demandée à l'heure actuelle. Donc pour ceux qui connaissent ChatGPT et Co, on est vraiment dans le même mode d'interaction, c'est-à-dire que j'ai envoyé un prompt plus ou moins détaillé, et lui me répond, et il génère en fait les tokens au fil de l'eau. Et on va voir ce qu'il nous dit. Donc, je comprends que vous souhaitez développer une application en Python pour concevoir un tableau électrique. Très bien. Donc il a compris que j'ai 29 minutes. Alors, ce qu'il dit, c'est une norme complexe, qu'elle couvre de nombreux aspects, dimensionnement des circuits, protection des personnes, section de câbles, bon, ok. Pour une première version en 29 minutes, nous devrons nous concentrer sur des fonctionnalités essentielles. Déjà, il est plutôt malin, il se dit on va essayer de faire simple. Une interface simple pour saisir les circuits, le calcul basique du dimensionnement, la vérification des règles. Écoutez, ça me paraîtrait une très bonne analyse pour moi qui n'y connais rien. Je propose de créer une application console avec les fonctionnalités suivantes: saisie des circuits, calcul automatique des protections, vérification des règles de base, génération d'un rapport simple. Est-ce que la curation, ça vous va comme proposition? Bon, la curation a dit oui, donc on va partir là-dessus. Donc vous voyez là, j'ai pas eu de code, hein, j'ai eu une analyse. Vous ne l'avez pas vu ici, mais parfois il peut directement partir sur du code. Donc on a quelque chose qui n'est pas toujours déterministe, ça c'est l'utilisation des LLM. Donc lui, ce qu'il me dit là, il va vérifier si j'ai déjà Python. Et là, vous voyez, il me propose directement de lancer la commande. Donc là, on voit un peu l'interaction et on voit le fonctionnement et l'intégration des outils. Et il a même directement lui proposé une commande. Donc vous savez quoi? J'ai envie de lui dire, vas-y, tu vas lancer cette commande et tu vas voir, j'imagine que lui, en fonction de ce qu'il va trouver, il va pouvoir déterminer les autres actions. Donc on va faire run command. Donc là, il a ouvert une espèce de terminal virtuel et il s'est rendu compte qu'a priori, j'ai la version de Python 3.11.6 sur mon poste. Donc lui, il dit très bien, Python est installé, je vais créer la structure du projet et les fichiers nécessaires. Donc là, je comprends qu'il va créer un répertoire tableau électrique, qu'il va rentrer dedans et il va créer 3 fichiers. Un fichier requirements, un fichier main et un fichier readme. Donc là, quand on connaît un peu Python, concrètement, je pense qu'il va lister les dépendances. Donc j'imagine qu'il va aller chercher des dépendances, créer un script initial et puis a priori une doc. Donc très bien, je lui demande de le faire. Donc là, vous voyez maintenant à gauche, je trouve mes éléments. Donc il a créé en effet mon fichier principal main.py. Il a créé un fichier readme et il a créé un fichier requirements qui sont pour l'instant vides. Et il dit, je vais créer le contenu des fichiers. Donc il me dit, on va commencer par le readme. Donc il commence par la doc. Bon, admettons. Et ensuite, il va créer le fichier requirements. Alors là, on voit, pour ceux qui ont l'œil affûté, on voit qu'il a créé un sous-répertoire tableau électrique dans lequel il a créé des fichiers. Et là, visiblement, il se prend les pieds dans le tapis, puisqu'il a recréé des fichiers au même niveau. Donc il a un peu perdu le fil, visiblement, de ce qu'il avait fait. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de l'aider un peu. Je vais aller directement dans Tableau, je vais me remettre dans le README, et je vais lui dire, je vais prendre ce fichier-là, là, je vais le copier, et je vais le mettre moi-même à la main dans le README. Je sauvegarde, et je vais faire pareil avec les requirements. Je vais les copier, et je vais les mettre là-dedans. OK. Oula, qu'est-ce que j'ai copié là? Pour l'affichage des tableaux, je ne suis pas sûr que j'ai copié. Pas sûr d'avoir copié l'intégralité. Non. Bon, donc vous voyez, ça commence très bien. Pas sûr qu'en 28 minutes... Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est moi qui peine un peu. Ensuite, il va créer un fichier principal. Donc pareil, il m'a recréé un fichier principal. Bon, en fait, il m'a recréé les 3, quoi. Oula. Il m'a recréé les 3. En fait, je m'embête peut-être. Je vais rester sur ce niveau-là, après tout. Donc, on voit qu'il a créé aussi un fichier principal dans lequel il a mis beaucoup de code. Et on voit qu'il a été créé automatiquement. J'essaie de ne pas aller trop vite. On voit qu'il a créé aussi automatiquement le contenu du fichier principal, ici, là, et qu'il me l'a directement déversé dans mon fichier de code, ici, à gauche. Donc,
Là, je vais essayer de lire un petit peu ce qu'il a créé. Donc, il a créé a priori une classe circuit. Très bien. Une classe tableau électrique avec un certain nombre de règles de protection. Donc là, j'imagine qu'on est un peu dans la taille de section des fils. OK. Une fonction d'ajout de circuit, une fonction de vérification de circuit. Donc j'imagine que je vais avoir la possibilité de saisir un nouveau circuit. La génération d'un rapport, donc ça doit être une sortie sur la console qui me dit, bah voilà, ton tableau, il a tout ça. OK. Et il m'a créé une fonction principale qui, si je comprends bien, va me poser une question pour me permettre de saisir une option. Et en fonction de ça, il va enrichir le circuit ou pas. Ouais, c'est ce que je comprends. Vous voyez que déjà, il m'a créé une centaine de lignes de code, plus les requirements, plus le README, en l'espace de une minute. Donc il a quand même été assez rapide. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bug de compilation, je ne vois pas d'erreur, donc ça semble compilé. Voyons ce qu'il me dit après. Et il me dit d'installer les dépendances. OK. Donc là, vous voyez, j'ai la possibilité, moi, d'accepter la proposition qu'il m'a faite. Là, comme c'est la première génération, bon, je vais dire OK. Et je vais accepter dans son intégralité. Je vais accepter ici aussi. Et je vais accepter ici aussi. Bon, j'espère que je vais laisser de côté le sous-répertoire. Je pense que j'en aurai pas besoin. Donc maintenant, je vais prendre cette commande-là pour aller installer mes dépendances. Tiens, d'ailleurs, moi, je connais un peu Python. Je suis étonné qu'il ne me propose pas de créer un environnement virtuel. Parce que c'est le moyen d'installer des dépendances sans avoir trop impacté mon poste. Je vais lui poser la question, environnement virtuel, parce qu'il en comprend. Et il me dit, alors généralement, quand je lui pose une question comme ça, il me dit, vous avez raison. Là, il est un peu moins sympa. Il va m'aider. Donc, il me propose de lancer une commande. Très bien. Donc là, je vais aller moi-même sur mon terminal, qui est ici. Parce que je n'ai pas envie qu'il fasse de boulettes pour aller dans le sous-répertoire. J'ai envie de rester ici. Donc là, je vais lancer ma commande. Oui. OK, donc là, je pense qu'il tire un certain nombre d'éléments liés à Python directement dans mon environnement. J'ai déjà passé un tiers du temps. Donc, a priori, ça s'est bien passé. Comment j'active mon environnement? Je ne me rappelle pas. Ah bah tiens, je vais lui demander ici. Tiens. Je vais me mettre dans le terminal et je vais lui demander ici. Je vais interagir directement avec le terminal et je vais lui dire active l'environnement, voir ce qu'il en comprend. L'environnement virtuel. Donc là, vous avez compris, hein, à chaque fois, il fait un appel à Anthropic et il me ramène une proposition en fonction du prompt que je lui ai donné et de ce que lui a intégré dans mon IDE. Et donc là, il m'a fait une proposition de commande qui m'a l'air d'être bien. J'accepte et c'est bon. Je suis dans mon environnement virtuel. Les pitonneux, j'imagine, vont reconnaître ça. Je sais pas, ou les pythoniens, je ne sais pas comment on dit. Ceux qui connaissent un peu Python, quoi. OK, donc maintenant, je vais retourner sur la commande précédente et je vais lancer ma commande d'installation de mes dépendances. Je pense que si je ne fais pas ça, il ne va pas être capable d'installer et d'utiliser Tabulate et Colorama, qui doivent être, j'imagine, les dépendances qui vont être nécessaires à mettre en place probablement le rapport. Donc là, il va se passer un peu de temps, parce que là, je suis sur Internet, je télécharge mes dépendances, en espérant que ça ne prenne pas des heures. Ça a l'air de s'être bien passé. OK. Alors maintenant, je vais lui dire, et maintenant? Help. Ah, donc il n'avait pas vu. Il n'est pas omniscient. Tout n'est pas forcément toujours très bien interconnecté. Il n'avait pas vu que j'avais déjà activé l'environnement virtuel. Donc, je vais dire, c'est pas grave. C'est déjà fait. OK, c'est déjà fait aussi. Nous pouvons lancer l'application. Génial. Bon, donc là, c'est une commande basique.
Et là, vous pouvez vous dire, non mais franchement, quel bolos, il n'aurait pas pu lancer ça plutôt qu'appeler 3 fois l'IA pour lui dire de faire ça. C'est vrai, mais on est dans l'exercice, donc on continue. Je vais effacer ma console, histoire de voir ce qui va se passer. Nous sommes à 12 minutes. Alors, j'ai une application qui se lance. Donc, j'ai pas de problème d'erreur, enfin pas de compilation parce que Python compile pas, mais d'erreur de syntaxe. Là, du coup, je peux faire confiance à mon IDE et ça démarre direct. Là, il me demande d'ajouter un circuit, de générer un rapport ou de quitter. Je vais faire un petit test aux limites. Très bien, ça marche. Si vous applaudissez pour ça... Alors, on va voir là où ça m'amène pour ajouter un circuit. Nom du circuit. Alors, on va dire, je sais pas moi, la prise du four de la cuisine. Parce qu'évidemment, moi, je mets des fours partout. Type. Ah tiens, il me demande le type. Bah, ok. Donc c'est un four. Donc là, visiblement, j'ai ce que je pourrais qualifier d'énum. Je vais faire un test nominal, histoire d'avancer, voir ce que ça va donner. Donc je vais lui dire four. Mon four, il doit avoir, je sais pas, peut-être 2000 watts. C'est beaucoup 2000 watts? On va dire 2000 watts. Nombre de points de connexion, je pense que j'en ai qu'un pour mon four. Et il a ajouté le circuit. Très bien. Si je lui demande un rapport, j'imagine que là, je devrais voir une sortie qui va m'afficher que j'ai un four. Très bien. Donc, j'ai la prise de mon four de cuisine qui fait 2000 watts et qui me fait une section de 2,5. Je vous avoue que j'ai moi-même tiré le câble de mon four, donc je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Et alors, donc il y a une section en dessous, vérification des règles. Là, il n'a rien mis. Il n'a rien mis. Je vais rajouter peut-être un deuxième circuit pour voir ce que ça donnerait. Non, pardon. Et on va dire, je sais pas, la lampe du salon. C'est un éclairage. Puissance en watts doit faire, je sais pas, 50 watts peut-être. J'en ai une. Je génère un rapport. Bon, je trouve bien mes deux circuits. J'ai pas de vérification de règles a priori. Mais je trouve bien mes deux circuits. Jusque-là, j'ai une application. Certes, elle est basique, mais elle fonctionne. Pour moi, qui ai des compétences limitées en Python, c'est déjà pas trop mal en l'espace de 15 minutes. Je ne suis pas sûr que j'aurais réussi à le faire si j'avais pas eu une IA. Alors, maintenant, je comprends quand même de la demande qu'on voulait vérifier les règles, enfin générer un tableau et un rapport en vérifiant les règles. Donc là, je vais copier-coller la sortie. Donc je vais sélectionner ici la sortie que j'ai eue dans mon terminal. Je vais tout prendre. Vous voyez ici, j'ai une fonction add-to-chat. Donc là, on voit le côté intégration de l'IDE avec l'IA. Donc je vais ajouter ce qui est sorti dans mon terminal. Alors vous l'avez peut-être pas tous vu, mais ici, vous voyez, dans mon terminal, ça est venu ajouter ce contexte. Et je vais lui dire, ce que je voulais lui dire, c'était vérification des règles. Je vais être assez liminaire, on va voir ce qu'il en sort. Vérification des règles. Avec un point d'interrogation. Ok, donc là, l'IDE, il essaye d'envoyer au LLM tout le contexte qui va bien. Donc moi, je lui ai forcé un contexte. Et normalement, il a fait son travail d'indexation du code. Alors là, c'est facile, hein, il y a 3 fichiers, dont un fichier de code. Donc il essaye d'envoyer ce qui lui semble pertinent. Donc, ce qu'il nous dit. Donc, je vois qu'on peut faire des améliorations, très bien. Je vais ajouter plusieurs règles de vérification dans le code. Vérification de la puissance maximale, vérification du nombre minimum de circuits, vérification des sections de câbles, plus de règles spécifiques par type de circuit. Voici la modification du code. Donc là, ok, il m'a fait une analyse. Je ne l'ai pas du tout guidé dans l'analyse. Hein. Moi-même, à ce stade, je n'ai pas mis un ticket avec des règles. Je lui ai laissé complètement le champ libre sur les règles en question.
Et donc là, il infère des règles, du coup, en fonction de son corpus, de ce avec quoi il était entraîné. Et alors là, ça devient intéressant. Il m'a généré du code. Alors, je vais fermer peut-être ceux qui nous servent à rien, là. Et on va regarder... Pardon. On va regarder... Ah oui, c'est parce que j'avais fait une modification à requirements. Bon, c'est pas grave. On va regarder ce qu'il a généré. Alors, on va essayer d'agrandir ça. Donc là, pour les plus développeurs d'entre vous, on voit qu'il a fait deux choses. Il a généré du code, donc il est venu enrichir le code précédent, et il est venu en même temps faire un merge. C'est-à-dire qu'il a généré du code, et en même temps, il a eu une deuxième option, enfin une deuxième action, de voir comment ça s'intégrait avec le code précédent. Donc il est venu merger le nouveau code avec l'ancien. Et donc ici, on voit qu'en vert, c'est les nouvelles lignes qu'il a rajoutées. Enfin, c'est les nouvelles lignes. Donc on voit qu'en vert, il a rajouté deux types. Il a rajouté la possibilité de rajouter un lave-linge et un lave-vaisselle. Pourquoi il a fait ça, je ne sais pas. Peut-être, mais c'est une supposition, qu'il a peut-être plus de facilité pour mettre des règles de vérification de la fameuse norme en question. Je ne sais pas. Et en rouge, il a supprimé un certain nombre de règles. Donc il a supprimé ces 4 lignes-là. Et on voit qu'il a rajouté aussi une notion de puissance sur les câbles, j'imagine. Donc il a fait ça sur l'ensemble du fichier. Donc le vert, c'est ce qui a été ajouté. Visiblement, il a rajouté ici des règles de vérification, des règles sur le nombre de points, sur la puissance. Donc il a rajouté beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça devient un peu compliqué d'ailleurs pour moi de tout vérifier, mais bon, il a rajouté pas mal de choses. Et là, il a supprimé des trucs. Et là, il me fait un petit rapport, c'est sympa. Il me dit, voilà, j'ai rajouté des règles de vérification sur la puissance. OK. Des nouveaux types de circuits, des améliorations de l'interface. Et je peux relancer l'application, elle vérifiera beaucoup plus de règles. Par exemple, elle vous alertera si un circuit dépasse sa puissance maximale autorisée. Écoutez, on va tester ça. Alors déjà, maintenant là que j'ai ce fichier de code qui a été modifié, moi, en tant que développeur, j'ai la possibilité soit de dire, pour chaque modification, j'accepte la modification que tu me proposes, comme ça. Soit je peux la refuser, en disant, non, ça je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie, et puis je passe à la prochaine. Et j'ai la possibilité aussi d'accepter l'intégralité du code. Bon, pour l'exercice, et puis parce que ça servira aussi mon discours par la suite, je vais tout accepter, et puis parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'accepte ce fichier. Visiblement, je n'ai pas de problème de syntaxe, et on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais relancer l'application. Je vais de nouveau... Ah non, je suis dans le... Pardon, je n'avais pas vu. Je vais de nouveau nettoyer mon terminal pour repartir sur un truc un peu propre. Et je relance. Je ne pense pas que ça ait changé. Donc j'ai toujours ma même interface minimaliste. On parle beaucoup d'accessibilité ces temps-ci, je ne sais pas si c'est très accessible. Mais ça a le mérite d'exister. Et donc, je vais essayer de tomber dans un des cas qui me permet de vérifier une des règles. Donc, par exemple, puissance maximale par type de circuit. Je vais lui demander, peut-être pour m'aider, quelle puissance max je peux mettre sur un éclairage. Et pendant qu'il génère à côté, ici, je vais dire ajouter un circuit. Je vais l'appeler lampe du salon. Ah, vous avez vu, il a changé l'interaction qu'il a avec moi. Ça, je ne l'ai pas vu tout à l'heure dans le code. C'est vrai que je n'ai pas non plus tout lu. Mais il a changé le type d'interaction. Enfin, en tout cas, le type de présentation. Donc, je vais prendre éclairage. Je vais faire le feignant, je vais faire un copier-coller. Comme ça, je ne me tromperai pas. Et il me dit que la puissance maximale autorisée pour un éclairage, c'est 2300 watts. OK. Allez, moi, je suis... J'ai envie de mettre des LED partout. Et je vais dire que ça fait 3000 watts. Nombre de points de connexion, 8 points. Alors franchement, pour 3000 watts, j'ai besoin d'en brancher partout. Je vais dire que j'ai 15 prises. OK. Et je vais ajouter un deuxième circuit. On va l'appeler lave-vaisselle.
évidemment. Donc j'ai une option lave-vaisselle qu'il a rajoutée. Je vais rester encore dans le cas nominal. Et je vais dire que mon lave-vaisselle, il est américain, il fait 5000 watts. Et il a un point de connexion. Ok, donc il a accepté mon circuit. Et maintenant, je vais écouter, on va essayer de générer le rapport. Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, donc il a bien toujours stocké mes deux appliances, là, enfin mes deux circuits. Donc il me dit que ma lampe du salon, elle fait maximum 8 points. Donc j'ai un problème avec la lampe du salon. Ma lampe du salon, elle fait 3000 watts max. Et mon lave-vaisselle, il fait 5000 watts, alors que je suis en... Ah, j'ai quand même droit à 4600. J'ai bien fait de mettre 5000. Règle globale du tableau, il me faut un circuit spécialisé pour le four manquant, pour la plaque de cuisson, pour le lave-linge, 2 circuits d'éclairage. Ok. Donc je ne sais pas si ça qualifie pour un rapport de ce type, mais en tout cas, on voit qu'il arrive globalement à générer une application qui répond à cette demande. Je vais essayer d'ajouter un nouveau circuit, tiens. Et je vais essayer de sortir un petit peu des sentiers battus. Je vais lui dire, c'est mon circuit X. Et je vais dire que c'est un robot aspirateur. Bon, alors il a accepté, alors que c'est pas dans l'énumération. Il est plutôt permissif. Je vais lui dire que ça fait moins 240 watts. Il a accepté aussi. Un point de connexion. Et il a accepté, donc c'est quand même incroyable. Et si je lui demande de régénérer le rapport, ok, donc on voit en fait qu'il a fait absolument aucun contrôle. Il m'a donné un certain nombre de choix, mais il a fait aucun contrôle. C'est très intéressant. Mais ouais, il reconnaît pas le disjoncteur, il reconnaît pas la section, et circuit non reconnu. C'est intéressant. Mais il n'a pas planté, en effet. On arrive à 24 minutes. On va essayer de voir si on peut le pousser un petit peu. Alors, je suis désolé pour ceux qui attendaient une interface web. Je vais rester sur l'application console. Sinon, je pense que je n'arriverai pas à aller au bout. Et on va s'arrêter. Et on va faire la même chose. Je vais lui recopier je vais lui recopier ça. Je vais même faire autre chose, tiens. Ça intéressera peut-être plutôt les... Enfin, je ne sais pas qui ça pourra intéresser, mais je vais faire un autre type d'interaction. Ça peut intéresser tout le monde. Cette fois, je ne vais pas copier mon terminal. Je vais faire un snapshot. Je vais faire un snapshot de mon interaction. Donc imaginez, vous êtes sur une application, vous avez potentiellement un bug, vous voulez l'attraper, vous faites un snapshot de ce que vous voyez à l'écran. Donc là, vous voyez, c'est l'application de snapshot de Mac. Je vais capturer. Donc là, il est dans mon presse-papier. Et je vais aller le rajouter au contexte, ici, avec un CTRL-V. Donc là, on voit ici, j'ai mon image qui a été ajoutée. Et là, je vais lui dire, on a des incohérences. Que proposes-tu comme amélioration? Et on va voir ce qu'il en comprend. Amélioration. Nous sommes à 25 minutes. Déjà, on a une application qui fonctionne. Ok, donc il me dit, oui, je vois plusieurs incohérences. Donc déjà, il a réussi à comprendre l'image que je lui ai mise. En tout cas à la lire. Il dit, circuit robot aspirateur n'est pas valide. En effet, il a vu que de l'interprétation de l'image, il a vu que c'était en effet pas consistant. Il dit que les puissances sont excessives. Oui, mais c'est ce que je lui ai mis. Nombre de points d'éclairage, il manque une validation plus stricte des entrées. Donc là, à l'arrière, les points 2 et 3, je m'en fous un peu. On est plutôt dans l'analyse du tableau. Alors que les points 1 et 4, on est clairement dans l'analyse de l'amélioration de l'application. Et donc là, il me propose des modifications. Donc là, il est en train de générer. Et vous voyez vous comprenez bien qu'on est tout de suite très vite dépendant de la capacité de l'infrastructure à répondre. C'est-à-dire que si derrière, tout d'un coup, mon Anthropic, mon GPT, ou alors le modèle qui a été déployé par mon entreprise sur l'infra de mon entreprise, il ne répond pas, tout de suite, je me retrouve
bloquer, alors bloquer, en tout cas à attendre un peu que ça se passe, quoi. Et c'est exactement ce qui se passe, donc là je suis en train de meubler. Ça se voit pas, c'est très bien. Ok, donc il a fait 2 générations de suite, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Il a eu une première génération qui a été le code en question. Vous voyez qu'il a encore généré beaucoup de trucs. On va essayer de regarder un peu. Et il a aussi généré le fameux merge qui peut parfois être assez compliqué à faire pour notamment quand on a des grosses bases de code. Donc, alors, je ne sais pas si je vais arriver à tout passer en détail là, sachant qu'il me reste 2 minutes 30 pour finir la démo. Mais, alors, on va peut-être aller voir ce que lui nous dit, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis désolé, je vais un peu vite. Donc, il nous dit, il a ajouté un nouveau type prix spécialisé. Ok, très bien. Il valide les entrées, il valide la puissance. Donc, j'imagine qu'il va m'empêcher de saisir un certain nombre de puissances. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce qu'on veuille, mais c'est ce que je comprends. Il va enrichir l'interface utilisateur et mettre des règles plus claires et améliorer la gestion d'erreurs. D'accord ? Et alors là, en face de ces améliorations, il y a tout le code qu'il a généré. Je fais un petit aparté, même s'il me reste que 2 minutes. Si je vais tout au bout, je suis déjà à 230 lignes de code. Ça fait même pas une demi-heure qu'on est en train de coder. Et vous savez quoi ? Vu le temps qui me reste, je ne vais pas vérifier tout ce qu'il a fait. Et je vais juste dire « Ok, je te fais confiance ». Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est ce que je vais lui dire. J'accepte. Pour l'instant, j'ai toujours pas d'erreur de ce que je qualifierais d'erreur de compilation, même si c'est un abus de langage en ce qui concerne Python. Mais en tout cas, j'ai pas de problème de syntaxe. Et maintenant, on va relancer probablement une dernière fois cette application qui, je pense, restera dans les annales. C'est reparti. Donc, maintenant qu'on connaît l'interface, j'ajoute un circuit. Je vais remettre mon aspirateur robot. Bon, mon interface est encore un peu plus riche. Donc, c'est une prise spécialisée. Alors, vous savez quoi, je vais remettre aspirateur robot, parce que normalement, il est censé avoir vérifié les entrées. Si je lui dis aspirateur robot, ok, donc il a rajouté un check, qu'a priori, j'ai pas le droit de mettre ça. Alors, bon, faut que je recommence, du coup. C'est reparti, je remets mon aspirateur robot. Et vous savez quoi? Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je vais dire que c'est une prise spécialisée. Et alors les prises spécialisées, c'est maximum 3680 watts. Je vais lui en mettre 4000. Un point de connexion. Ok, donc c'est à la validation finale qui me dit non, ça ne marche pas. Mais il a bien fait le check. Allez, je vais essayer d'aller au bout. C'est mon aspirateur robot. J'y tiens. C'est une prise spécialisée. Elle fait 400 watts. J'en ai 2. Pardon. Aspirateur robot. C'est une prise spécialisée. Ah non, c'est pas vrai. Bon, écoutez, on s'arrête là.